il faut se diversifier, il faut commencer à proposer d'autres services. Je voyais que mes clients, ils m'aimaient bien, j'arrivais à les garder longtemps. On va sur un pitch et on arrive à vendre 4, 5 gros services d'un coup. Tu fais ton site, mais que tu fais pas le SEO en même temps, tu vas perdre de l'argent, c'est inefficace. Pour que cette partie prospection fonctionne, ça marche si tu as un produit qui est unique, qui est diversifié, qui est niché. Je pense qu'on va atteindre un minimum de 700 000 euros de chiffre d'affaires cette année. Ils se rendent compte que la marque, ça vaut rien. Il y a plein de choses qui valent rien. Ce qui vaut, ça va être si tu as des équipes, surtout si tu as des clients. Si tu as des clients et qui restent, tu as aussi un système d'acquisition qui te fait grossir ta boîte. Salut Maxime. Salut Théo. Alors, tu es le fondateur de Célémenta, une agence que je connais très bien parce que c'est toi le premier qui m'a laissé ma chance quand je suis devenu freelance SEO. Donc voilà, déjà merci. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. On a encore des bons retours de la part du client qui a travaillé avec toi, donc merci pour ta contribution. Eh bien, écoute, merci de m'avoir fait découvrir découvrir le métier. Aujourd'hui, donc vous êtes, tu nous raconteras un peu plus, mais une agence internationale. Tu nous raconteras ce que tu fais. Je vais te laisser cette partie. Comme je dis toujours dans ce podcast, moi le but c'est vraiment de raconter des histoires de fondateurs d'agences. La tienne est assez intéressante sur ce côté international, voilà, avec une équipe éclatée. Tu nous parleras de ça. Nous on a pas mal de sujets. On échange beaucoup sur le côté rachat d'agence. Donc ça c'était hyper intéressant pour aborder ces sujets. T'es un ancien de chez Google. Et puis, tu as plein d'autres choses que tu as sûrement fait dans ta vie que je ne sais pas. Donc, comme d'hab, l'idée, c'est d'aller un peu plus loin que ce qui est marqué sur LinkedIn. Maxime, qui es-tu? D'où viens-tu? Ok, ok. Donc en effet, j'ai passé, on va dire donc en ce moment j'ai 37 ans et j'ai à la sortie de l'école vers 24 ans, je me suis tout de suite tourné vers le digital marketing. Donc on va dire que ça fait 13 ans que je suis dans le métier. Donc j'ai commencé d'abord à Londres et ensuite New York, donc je travaillais pour quelques startups dans le digital marketing. Et au bout d'un certain temps, j'ai intégré Google. Et là, je suis devenu un expert sur Google Analytics et ses intégrations avec les plateformes de publicité. Ensuite, vers 2018, 2019, j'ai commencé un petit peu à avoir on va dire un peu ma crise. Je voulais être, je sais pas, digital nomade. Enfin, bref, je voulais un peu me mettre à mon compte. J'avais envie de tenter quelque chose de un peu plus intéressant. Google est clairement une boîte où on se sent privilégié d'y être, mais je pense que peut-être l'excès de confort m'a pas forcément inspiré de prendre des risques. Et au bout de 5 ans, je me suis quand même aperçu que je m'ennuie énormément et que, en fait, je me suis dit que je peux repartir, faire des bêtises pendant 2, 3 ans et de toute façon, je retrouverai toujours un job dans ce genre de grosse boîte. Donc, j'avais pas vraiment peur voilà, j'avais pas l'impression de perdre beaucoup de choses si je tentais quelque chose d'un petit peu, on va dire, original. Ok. Donc après ça, donc j'ai fait ouais, vas-y, Non, non, je disais juste ok. continue. Je pense qu'il y a un petit décalage, donc je vais continuer. Tu dis que tu n'avais pas peur, mais je trouve qu'il y a beaucoup de personnes dans cette situation qui, au contraire, se seraient endormies dans cette prison dorée. Pourquoi enfin, qu'est-ce qui a déclenché, toi, ce côté trop de confort et au contraire, je m'endors pas là-dedans et vas-y, je prends un risque. Euh, je pense que j'ai été inspiré quand même par des amis qui eux-mêmes étaient consultants à leur compte et qui gagnaient beaucoup d'argent. Parce que je pense qu'en fait, tout l'entrepreneuriat, je le voyais, je pense que j'ai été un peu trop influencé par l'entrepreneuriat d'un point de vue startup, où je voyais quand même beaucoup de gens se planter, je voyais beaucoup de gens travailler, et du coup, j'étais pas forcément aussi jeune que ce que j'aurais voulu, inspiré par un chemin, on va dire, qui est un peu plus entrepreneurial. Et oui, donc à cette époque-là, je dois avoir quelque chose comme 31 ans, 32 ans, donc tu me demandes pourquoi t'as pas eu trop peur. Je pense que ouais, le fait d'avoir vu des amis le faire, et je commençais à avoir plus la peur de me dire qu'en fait, je vais juste stagner et que la vie va arrêter de me surprendre. Et voilà. Et puis il y avait aussi l'aspect voyage qui était aussi important. J'avais envie de pouvoir vivre dans d'autres pays, pas forcément être sédentaire.
et c'est pas forcément possible quand on a un travail. Donc, par exemple, à Google, j'étais rattaché au bureau de New York et je pouvais pas vraiment, voilà, déplacer autant que je voulais. Ok, donc là, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à chercher des opportunités. Comme j'étais un expert en data analytics sur Google Analytics, je cherchais plutôt des projets là-dessus à la base, qui d'ailleurs, par hasard, m'a amené en Russie, où en fait Ok. j'ai eu un contrat, on va dire, de 3 mois avec Yandex. Donc Yandex, c'est un peu, on va dire, le Google local, même si au final ils se partagent le marché à deux. Et il y a un produit qui s'appelle Yandex Metrica, qui est un peu une copie conforme de Google Analytics. Et ils m'ont embauché en fait pour les aider à prioriser leur roadmap de fonctionnalités. Donc en gros, c'était un peu, est-ce que tu veux nous donner un peu une zone d'embauche pour raconter les secrets de Google? En vrai, je connaissais pas trop de secrets de Google, mais je pouvais quand même bien dire, vu que j'avais une bonne expertise sur le produit, je savais ce que les gens utilisaient comme fonctionnalité. Je savais quand les product managers avaient inventé plein de trucs qui au final n'avaient pas été trop utilisés. Donc j'ai pu pas mal les avancer dans ce sens-là. Et après voilà. Et après ça m'a inspiré. J'ai énormément aimé la Russie. Je pense que c'était exactement ce qu'il me fallait au moment où j'étais voilà, j'étais avant à Londres, ensuite New York. Je m'ennuyais, donc je voulais quelque chose d'un peu différent, sans que ce soit peut-être trop différent, parce que j'avais envie un peu d'aventure, mais non pas non plus peut-être me retrouver dans un pays complètement en voie de développement. Donc voilà, c'était le bon, je pense, le bon compromis vers une aventure nouvelle. Et du coup, voilà, donc après, j'ai décidé de déménager en Russie. Ok. Euh, donc, en fait, là où j'ai vu le potentiel, c'est que en Russie, on peut embaucher des gens quand même pour un assez bon prix. Il y a pas mal de personnes qui parlent anglais et d'un air de rien, quand même, culturellement, ils sont quand même assez proches des Européens, des Américains. Donc, Ok. Ça me surprend que tu dises donc ça. ouais, je sais pas. Personnellement, en tout cas, enfin moi, je trouve personnellement que la culture russe, au final, je la trouve dans pas mal d'aspects plus proche de la culture française que par exemple que ce qu'est la culture américaine, je dirais, rapportée à la culture française. Sur quelques points précis. Nos rapports, par exemple, à la communication, je sais pas, par exemple, les Français ont un peu la réputation d'être, je sais pas, on va dire impolis, un peu froids, des fois un peu avoir tendance à contredire les gens. Et je Hmm. pense que les Russes aussi, et c'est des fois perçu comme, ouais, je sais pas, une forme de manque de politesse, on va dire. Alors qu'en fait, je pense, de mon point de vue, que c'est plus un signe de sincérité. C'est-à-dire que si un Français il est de mauvaise humeur, il a le droit de se plaindre, il a le droit un peu de le montrer. Alors que dans la culture américaine, on est tendance à plutôt, voilà, plus vouloir toujours rester un peu dans le positif, mais ce qui des fois peut avoir donné l'effet, par exemple, à des Français, de cet aspect un peu faux. Bah, par exemple, en Russie, j'ai pas eu du tout ce problème-là. Je pense que les Russes aussi ont une certaine authenticité, sincérité, et que quand quelque chose ne va pas, ils n'hésitent pas voilà, à rentrer dedans. Donc non, voilà, je sais pas. Bon, bref, on est ici pour parler de digital marketing, mais bon, c'est peut-être Ouais, c'est aussi plus intéressant. Non, non, aussi mais plus personnel. comme on disait, tu vois, ça, c'est les choses intéressantes à se raconter. C'est pas marqué sur LinkedIn et tu vois, ça me surprend. Euh, et c'est intéressant de voir ce point de vue. Et surtout que tu y es parti il y a, je sais pas combien de temps maintenant, mais tu y es encore. Donc, c'est quand même agréable. Bon, à part qu'il y a le tonnerre, j'ai l'impression, chez toi, et qu'il fait nuit. Ouais, je vais Voilà. allumer les lumières. C'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est c'est ça, il y a quand même des petits inconvénients. Il est quelle heure chez toi, là? Il fait déjà nuit. Alors, figure-toi, si tu me challenges sur ce point-là, aujourd'hui est un mauvais jour parce qu'il fait plutôt, il fait plutôt, en effet, plutôt mauvais.
mais on a des journées super longues en vrai. Le soleil se couche vers 11 heures minuit et il peut faire encore 25 degrés à 21 heures 10 heures du soir. Donc là, on a Incroyable. une mauvaise, on a une mauvaise semaine, il pleut pas mal, mais en fait, en vrai, Moscou est vraiment très agréable. Enfin, le mois de juin est le meilleur mois, parce que les Ok. journées sont les plus longues, elles sont encore plus longues qu'en juillet. Donc voilà, ça. Ok, donc tu as déménagé, enfin, tu as fait un test sur 3 mois sur une mission, du coup, où tu étais informateur pour le gouvernement américain, si j'ai bien compris. Tu as aidé la guerre froide, donc tu as travaillé pour la Russie, voilà. Tu nous l'as dit à J'étais demi-mot, mais on espion, a ouais. compris. Espion. Ça t'a plu, t'as décidé de rester, t'as trouvé un autre job, je me rappelle plus ce que tu m'as dit là, à ce niveau-là. Non, non, après, j'ai enchaîné sur la création de l'agence, en fait, où j'ai commencé petit à petit. J'ai pas vraiment de clients après ce job c'était plus un job de consultant, donc c'était un contrat. Ok. Et j'ai tout simplement décidé de commencer à recruter des clients. J'ai cherché là où je trouvais, mais c'est surtout sur le e-commerce où j'ai trouvé. C'était là où il y avait le plus de demandes. Donc, j'ai commencé par se concentrer sur le paid media. J'étais donc bien entendu la personne Google, donc je ferai beaucoup de gestion Google Ads. Euh, Direct, je me suis dit vu que je ne savais pas forcément quel média allait marcher le mieux et du coup je me suis dit ok, je préfère proposer tous les formats publicitaires, même si au final je connaissais pas beaucoup la publicité sur Facebook à l'époque, mais bon, j'ai improvisé au fur et à mesure que j'ai obtenu les clients. Trop Et bien. la philosophie pour la croissance de l'agence, c'est qu'en gros, ne jamais être en perte, toujours être en positif. Et dès que j'ai assez de clients, je recrute. Donc, sur la première année, il était en effet difficile j'ai pas pu gagner assez d'argent pour payer, on va dire, ce que je paye normalement pour ma vie. Mais j'étais pas dans le rouge, j'étais quand même dans le vert sur l'activité. Ça, c'était la première année. Sur la deuxième année, j'ai pu entièrement payer mon niveau de vie qui en général, j'aime bien vivre, donc j'ai tendance à bien dépenser, aller dans les restaurants et tout ça. Donc sur la deuxième année, j'ai pu en effet, bah voilà, en fait, on va dire ne pas perdre d'argent, enfin en gros maintenir le même niveau, on va dire, d'économie que ce que j'avais sur l'année d'avant. Et c'est à partir de la troisième, quatrième année où ça a vraiment, vraiment commencé à monter haut. Et là, j'ai pu commencer à vraiment économiser beaucoup plus d'argent, on va dire. Ok, hyper intéressant. 3 règles, je pense que tu as donné. Les deux premières, donc tu viens de dire toujours être en cash flow positif, mais dès que tu peux, dès que tu as des clients en temps plein, bah, tu recrutes. Donc là, tu nous expliqueras un peu s'il y a eu des déboires avec ça ou pas, parce qu'on sait que les clients, ça va, ça vient, mais le salaire, bah, ça fait des charges fixes qui montent. Et la première, indirectement, que tu nous as donné comme leçon, c'est tu signes le client et puis tu te débrouilleras. À partir du moment où tu arrives avec une bonne intention et l'envie de bien faire, tu vas apprendre sur le tas et globalement, quand tu es un peu smart, tu vas t'en sortir. Juste, comment tu trouves ton premier client, tes premiers clients? Tu dis que tu as trouvé dans le e-commerce, mais est-ce que tu es parti, tu avais des contacts des anciens clients de chez Google qui t'ont suivi? C'est toujours la question que tout le monde se pose, comment tu sors d'un bon salaire de consultant à je me lance tout seul et puis on verra. Ouais, alors quand j'ai quitté Google, malheureusement, j'avais aussi un autre projet potentiellement que je voulais faire avec mon père qui s'est pas fait. Donc j'aurais pu mieux préparer mon exit et en effet potentiellement voir un peu taper dans la base de clients de Google et j'ai pas fait ça. Alors j'ai vécu à Londres et à New York. Et bien entendu, donc je suis français, donc on va dire que je suis aussi de Paris. Et j'ai tout simplement trouvé mes premiers clients au sein de mon réseau. C'est-à-dire que j'ai quand même passé pas mal de temps à chaque fois où j'étais à Londres, à New York, j'ai pu beaucoup networker. Et en effet, je sais pas, on va dire, aller entre 100 et 300 personnes que je connais bien entendu de façon plus ou moins superficielle, ça a pu m'aider, on va dire, à décrocher les 3-4 premiers clients, on va dire. Ok. 3, 4, 5 premiers clients. Donc c'est intéressant parce que tu vois, moi je te connais comme quelqu'un qui a vraiment cette casquette chef d'entreprise, manager, visionnaire et pas artisan du web, freelance, qui fait tout toi-même. Par contre, c'est une des problématiques, on en parle souvent, toi et moi, de la plupart des agences.
c'est que tout est basé sur le fondateur, à la fois sur l'exécution que sur le recrutement des clients. Toi, tu as commencé du coup en tant que c'est toi qui faisais le taf. Comment c'était quoi ta vision sur la délégation? Parce que j'avais l'impression que ça arrivait vite. C'était quoi ta vision et comment tu as exécuté cette vision? Alors, dis-toi que je n'ai quasiment jamais créé une campagne tout seul. Parce qu'en fait, à partir de la première fois où j'ai eu le premier client, j'ai pris quelqu'un qui était d'ailleurs on va dire, comme un stagiaire mi-temps, on va dire, et j'utilisais le revenu du client, on va dire, quasiment pour payer cette personne-là. Et direct, j'ai formé cette personne-là en fait à la création des campagnes. Donc même si bon, j'étais quand même derrière et j'expliquais à cette personne comment faire parce que c'était une personne qui savait rien de ce niveau-là. Je l'ai juste pris parce que je savais que bon, c'est une femme russe assez intelligente, parlait très bien anglais et je savais qu'elle allait s'adapter, je savais elle allait y arriver. Donc je l'ai pris dans mon équipe et j'ai direct fait OK. Tu ouvres ton écran, partage ton écran, c'est toi qui crée la campagne et je te dis ce que tu fais. Donc en fait, j'ai jamais créé une campagne moi-même, techniquement, quasiment. Enfin, j'ai eu un client avant pendant pas longtemps, mais sinon, on va dire sur le premier vrai client qui m'a duré, j'ai employé cette méthode-là. Voilà. Pour s'assurer que dès le début, j'essaye en effet, d'apprendre et de déléguer et de faire le minimum moi-même. Donc toi, tu t'es pas dit, je suis un freelance qui va se développer et quand je vais saturer, on verra. Tu t'es direct dit, je monte une agence. Et c'est quand même une vision qui est rare. Oui, je me suis dit, c'était direct. Je me suis jamais vu être une personne qui allait faire le travail soi-même. Je voulais vraiment, petite ou grosse agence, je savais pas. Je disais si déjà j'arrive à avoir 5 personnes, ce serait déjà bien. Euh, voilà, ouais. Dès le début, je me suis dit, en fait, parce que j'ai commencé à le faire moi-même un peu le travail, et je me suis dit, non, c'est pas ce que je veux faire. Je veux, voilà, je veux avoir une équipe qui s'occupe de ça, pour que moi je puisse avoir plus de temps sur le business développement. Donc, ouais, ouais, dès le début, c'était ce que je voulais faire. C'est hyper intéressant. Tout à l'heure, on parlera d'achat, vente, d'agence, parce que c'est un sujet qu'on connaît bien et sur lequel on échange. Tu as lu le livre, justement, je crois, Build to Sell. Oui. On en parlera. Mais il y a un autre livre qui me vient en tête, qui est un peu plus ancien, beaucoup plus ancien, qui est un peu la Bible dans ce niveau-là. C'est The E-Myth, E MYTH. Est-ce que tu as t'en as entendu parler ou pas? Non, non, non. Ben, tu verras, c'est plus old school, je te conseille de lire, mais ça fait vraiment écho, ton histoire et ce livre, parce qu'en gros, elle explique, voilà, les personnes qui créent, alors leur entreprise en général, mais on va dire, là, leur agence, qui sont plutôt des artisans, bah, j'ai fait du Google Ads, je deviens freelance Google Ads et demain je fais mon agence, et le passage de je suis freelance à j'ai une agence, ça casse, parce que c'est pas des personnes qui ont les côtés manager et chef d'entreprise, euh, et dans le IMIS, il dit voilà, c'est pas comme ça le chemin. Le chemin, c'est tu pars avec cette vision de dire je vais créer une agence et mon job c'est le chef d'agence, c'est pas le freelance. Et donc toi, t'es parti directement comme ça. Je pense que cette lecture t'intéresserait, mais tu vois, je trouve que c'est plutôt quelque chose qui a l'air d'être rare. Donc intéressant que tu aies pris ce chemin. Tu trouves, pour répondre à notre question, donc tes premiers, je pose toujours la question des premiers clients et des premiers employés. Donc premier client avec ton réseau personnel, premiers employés, tu avais cette vision de dire je le fais dès le début et donc je suis plutôt un manager ou un coach ou quelqu'un qui entraîne des équipes. Ok. Euh, sur le côté où une agence enfin, beaucoup d'agences dans leur acquisition dépendent énormément du réseau du fondateur. Pareil, toi et moi, enfin, tu m'as parlé de ça, toi qui cherchais aussi à reprendre une agence. Est-ce que c'est quoi ta vision là-dessus? Est-ce que toi tu t'es dégagé de ça? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as tenté niveau acquisition? Est-ce que tu as vu des boîtes qui sont qui ont plus ce problème-là? Est-ce que tu as l'impression que c'est des étapes, des paliers? C'est quoi un peu ton expérience là-dessus? Alors, attends, c'est marrant parce que sur le côté là, je vais remettre parce que je sais pas dis-moi si c'est pertinent pour ton audience, mais j'ai fait un tableau de pourcentage en gros de d'où viennent mes clients, en gros, la Ouais. client attribution. Ouais, si tu veux Donc, partager en live, avec plaisir. Enfin, je sais pas si tu veux partager ou juste donner les chiffres, mais je vais donner les chiffres, je pense.
alors non, je peux partager en live. Alors, Faut share. juste pas qu'il y ait le nom des clients, quoi. Sinon, demain, ils vont, ils vont se faire démarcher. Tu vois, donc en gros, c'est donc tu vois, donc en effet toujours 40% de networking quand même. Donc avant c'était presque 100% quand j'ai commencé, mais c'est vrai que je dépends encore, on va dire, du networking comme on le voit. Un truc qui est très plaisant à voir, c'est le client word of mouth, qui vaut quand Mhm. même 30%, donc qui est quand même pas trop loin du client networking. Et bon, là, c'est en termes de nombre de clients, hein, je le fais pas en termes de revenus. Peut-être qu'en termes de revenus, ça donnera une vision différente. Ça, client word of mouth, c'est vraiment quelque chose de bien parce que c'est en gros moi j'ai pas de commerciaux dans l'équipe, pas encore du moins. J'ai fait des petites tentatives, ça a pas vraiment marché. Et ça, c'est des clients en gros qui ont déjà bossé avec nous et qui nous réfèrent à d'autres clients en gros. Alors que des fois, le networking, je peux aussi avoir du referral parmi le networking, mais c'est juste des gens qui me connaissent, c'est pas forcément des gens qui ont travaillé avec nous. Ok. Donc ça, c'est ça en fait. Si tu arrives à augmenter la part, je dirais, des autres dont je vais un peu parler là, et que celle-là continue à être bonne, je pense que tu peux avoir un modèle en effet qui dépend beaucoup moins du fondateur. Ouais, le côté Donc bouche à oreille, c'est une très très bonne chose quand tu vois que d'année en année ça augmente. Après, comme on dit, c'est clairement quelque chose qui prend du temps. C'est pas la première année que ça va arriver. ouais. Et donc sur les autres, donc j'ai un truc qui s'appelle paid referral. Donc en gros, j'ai trouvé des gens qui, en gros, me réfèrent des clients et à qui je paye. Donc je leur paye un certain pourcentage pour me référer des clients, tout simplement. Donc des fois, c'est des agences que j'ai approchées, des fois c'est des amis, des fois c'est des anciens clients ou des clients actuels. J'ai une cliente actuelle, par exemple, qui a un très bon réseau et bon, elle a commencé à me dire, Maxime, je t'ai déjà envoyé 3 clients, maintenant tu vois, est-ce que je peux recevoir quelque chose pour ça? Donc du coup, j'ai commencé à dire oui parce que bon, voilà. Et ensuite, ce qu'on a commencé à tester récemment, comme tu vois, qui est toujours un peu une faible part du pourcentage de clients, c'est le cold approaches. Tout ce qui est cold emailing ou les approches automatisées sur LinkedIn. Euh, Honnêtement, ça marche. Franchement, ça marche. Moi, j'arrive j'ai retrouvé plus de revenus que ce que j'ai investi de ressources, donc je continue à le faire, mais c'est pas non plus un Eldorado. Ça reste quand même assez dur de monter sur ce genre d'approche. Après, c'est plus une expérience que moi j'ai eue, peut-être parce que je suis plus une agence où on travaille avec plutôt des SMI, on n'a pas de grands noms, et ce qu'on fait au final, c'est beaucoup d'autres agences le font, parce que bon, tu peux toujours dire que ton SEO il est meilleur que le SEO du voisin, mais bon, ça reste quand même ça reste quand même du SEO. Mais je connais des agences qui étaient beaucoup plus spécialisées, qui faisaient des trucs très particuliers, qui eux faisaient du cold emailing et qui eux arrivaient à avoir plus de 60-70% de leurs clients qui venaient du cold emailing. Et après, bien sûr, c'était du client word of mouth. Donc, qui dépendait pas du tout du networking ou très très peu. Donc c'est aussi un modèle qui est possible en fonction de ce que l'agence fait exactement. Ce que j'allais dire globalement pour que cette partie prospection fonctionne, déjà moi je passe mon temps à parler avec des gens qui ont des agences et leur expliquer que ça marche si tu as un produit qui est unique, qui est diversifié, qui est niché. Toi déjà, heureusement, tu fais pas juste un peu de SEO et un peu de ads pour tout le monde. Tu es quand même niché sur le e-commerce. Ça veut pas dire que tu vas peut-être pas refuser un client si il rentre dans tes critères et qu'il fait pas... et encore, il faudrait limite le refuser pour être encore plus vu comme un expert sur ça. Mais il y en a qui arrivent à être encore plus nichés, et donc forcément le message il a plus d'impact. Tu vois, je regardais encore une interview de Théo Lyon qui disait au début, nous on était l'agence Facebook Ads pour les DMVB. DNVB. Donc là c'est hyper niché. Et quand tu fais de la prospection, c'est quoi? C'est envoyer tes plus belles case studies. Donc si tu as une case study d'une DNVB sur du Facebook Ads et que tu envoies d'autres qui sont dans cette niche, c'est clair que le taux d'ouverture, le taux d'engagement, etc., il est unique. Et c'est pour ça que moi, j'incite toujours les gens qui ont des agences à essayer de dire c'était quoi les clients avec qui j'ai le plus apprécié travailler, c'est qui avec
les clients avec lesquels on a une expertise ou des résultats incroyables, et est-ce que je me spécialiserai pas là-dessus? Et moi, avec l'agence SEO, c'est quand j'ai dit non à 99% du marché et que j'ai dit maintenant je suis le SEO des infopreneurs, que mon message il a commencé à résonner et que c'était beaucoup plus facile. Alors oui, bah, je pouvais plus aller contacter n'importe qui, mais ceux que je contactais, ils disaient ah ben t'es le seul à nous dire ça. Versus toi et moi, je pense qu'on se fait tout démarcher sur LinkedIn toute la journée avec les trucs classiques de on vous décroche 15 à 20 rendez-vous par mois. Les mecs, enfin, moi je me fais même des démarches en anglais, en espagnol. Est-ce que tu as lu mon profil quoi? Enfin, Ouais, 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 ouais. C'est après, j'imagine que aussi le syndrome, c'est que d'après, parce que justement, je suis en train d'étudier la question là de façon technique, c'est qu'apparemment c'est de plus en plus facile de scale up, de créer des versions de nom de domaine. Donc on peut vraiment envoyer des énormes volumes de domaines et ce qui en effet peut faire énormément baisser la qualité du ciblage et bon, forcément pas forcément aider non beaucoup plus avec les résultats quand même. ouais, la prospection aujourd'hui, si c'est fait de manière massive, c'est saturé, ça a beaucoup moins d'impact. Il y a une bonne manière de le faire. Et ok, pour retenir donc la leçon de toi, ton expérience de combien, 5 ans, 6 ans, combien de temps, ça fait combien de temps que ça existe? C'est Ça élémentaire. fait 4 ans et demi, à la fin de l'année, ça fera 5 ans. Ok, c'est du coup quand tu bosses bien et que tu es patient, parce que je pense que c'est important de rappeler que tu vois, on parle d'une boîte qui a 5 ans, donc c'est quand même enfin, c'est du boulot, c'est pas fait du jour au lendemain, parce qu'on voit sur LinkedIn ceux qui disent oui, on a fait une agence, on est monté à 1 million en un an, bref, c'est pas vraiment la règle, c'est plutôt l'exception. C'est du coup ce côté referral, bah, les clients satisfaits qui t'envoient vers d'autres clients, et c'est en vrai la meilleure stat à traquer, je pense, sur un potentiel succès d'une agence. Oui, je pense. Oui, oui, je pense. Ça, avec le taux de rétention, les deux en général vont main dans la main. Euh, Oui. c'était ma stratégie. C'est-à-dire, j'essaye je prends chaque client très au sérieux. D'ailleurs, tu l'as vu quand on a travaillé ensemble. Il y a peut-être des gens qui me diraient, Maxime, je pense que ce client, tu devrais le lâcher. Et peut-être qu'ils ont raison. Mais euh, mais euh, mais je sais pas pourquoi, mais je déteste laisser partir un client. Alors après, bien entendu, si on est vraiment plus en adéquation et surtout en termes de prix, bien entendu, hein, je reste, on va dire, rationnel vis-à-vis de ça. Mais c'est vrai que je pense que je fais partie de ceux qui sont le plus persistants et à qui c'est plus important, on va dire, de vraiment retenir ses clients. Et ce qui m'a aidé aussi, parce que quand on obtient la confiance d'un client, l'avantage, c'est qu'après, on peut lui vendre tout simplement plus de services. Donc, c'est ce qui m'a permis, parce que moi, il y avait une période où je voulais faire que du paid media et être vraiment à ça. Mais quand j'ai vu avec laquelle, à la lenteur à laquelle j'accédais mes clients, je dis, oulala, il faut se diversifier, il faut commencer à proposer d'autres services parce que je voyais que mes clients, ils m'aimaient bien, j'arrivais à les garder longtemps. Mais que sur du paid, mais voilà, c'était un peu lent. Donc du coup, j'ai décidé de faire 360 et pas du tout de me spécialiser. Donc par exemple, donc on pourra en reparler, mais tu parlais du livre là, Build to Sell. Je Ouais. fais un peu ce qui déconseillerait. Mais bon, concrètement, dans mon cas en particulier, ça m'a clairement aidé. Au début, on faisait que du paid media. Après, on a commencé à faire du SEO. Maintenant, du SEO, on a presque autant de revenus en SEO qu'en paid media. Là, en ce moment, on rentre. J'ai deux personnes maintenant qui font des sites. On arrive à en rentrer presque, ouais, je dirais au moins deux par mois en ce moment. Donc, ça fait presque 25 par an. Et bon, c'est parce que maintenant, on va sur un pitch et on arrive à vendre 4, 5 gros services d'un coup, quoi. Et on arrive à générer des synergies du type, par exemple, un truc qui fonctionne très bien, c'est de dire, si tu fais ton site mais que tu fais pas le SEO en même temps, tu vas perdre de l'argent, c'est inefficace. Et ça, les trois fois, je crois les 4 sur 4 dernières fois où on a utilisé cet argument-là, on a eu tout le deal. On a eu à la fois le SEO et le site. Donc, voilà. Donc voilà. C'est pour ça que moi, je suis plus tourné 360, même si ça a des désavantages dont on pourra parler après, quoi. Ouais, après,
tant que tu arrives à être pas un généraliste, mais ce qu'ils appellent plutôt un multispécialiste, où à l'intérieur, tu as vraiment des talents qui sont nichés sur un domaine, quelque part, enfin, je veux dire, c'est hyper compréhensible. C'est l'idée, ouais. C'est que on a beau être 360, en général, chaque personne fait qu'une seule chose. Il y a une personne qui fait que des sites, une personne qui fait que du Google Ads, et c'est vrai que ça se ressent. Donc, si par exemple on fait un pitch, des fois, en effet, je ramène 4, 5 personnes, Ok. et c'est un peu pour make the point, faire l'argument que bah oui, voilà, on a un spécialiste pour tout, quoi. Bien sûr, et puis en gros, clairement, ça va dépendre du client. Le méga gros client, il va vouloir prendre la plus grosse agence SEO de Paris pour son SEO, etc., etc. Mais une boîte qui est une TPE, PME, un peu locale, etc., il est très content d'avoir un Maxime qui fait le pont entre tous les freelances, tous les spécialistes, qui comprend leur business de manière 360 justement globale, et où en gros qui comprend que tu es la boîte de tout ce qui est internet entre guillemets, c'est juste on veut plus de clients, et pour plus de clients il faut pas juste un site, il faut le site qui est le trafic, qui est machin, qui prouve notre expertise, les publicités qui vont avec. Et oui, pour une taille de client, c'est beaucoup mieux. C'est juste une question de qui est ta cible. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, moi, je pense que c'est personnellement, si j'étais le client, après, j'ai ma vue un peu biaisée, mais j'irai jamais vers une grosse agence, parce qu'en fait, en gros, euh, il faut pas être le plus petit client. Il vaut mieux toujours être le gros client Bien sûr, de l'agence, hein. Et comme ça, tu c'est as vrai. beaucoup plus de poids. Et si tu viens une grosse agence, tu seras au pire parmi les. Enfin, tu seras dans le meilleur des cas un client de taille moyenne, je sais pas, mais tu seras rarement le plus gros, quoi. À moins d'être, je sais pas, Coca-Cola, quoi. Ouais. Donc, t'as pas l'ambition, j'imagine, de devenir une grosse agence. Et c'est quoi une grosse agence pour toi? Et j'imagine que comme tout entrepreneur, t'as peut-être envie de faire plus. Et c'est quoi faire plus sans tomber dans ce piège ou ce modèle que t'aimes pas forcément de la grosse agence? Moi, alors moi, alors moi, je pense que de toute façon, avec mon modèle remote, avec des gens enfin voilà, qui sont clairement, on va dire, c'est une description des fois un petit peu péjorative. Mais bon, je vais l'employer quand même parce que c'est difficile d'utiliser notre mot, mais en fait, on va dire que mon équipe, on va dire, elle est offshore. C'est-à-dire qu'en gros, j'embauche assez principalement, dans des pays où il est beaucoup moins cher de vivre. Et voilà, et on travaille tous remote. Après, ça n'empêche pas que j'embauche aussi de temps en temps, ça peut m'arriver d'embaucher par exemple des Français. Enfin, ça va être plus sur des deals un peu plus en mode freelance avec eux. Rarement des embauches complètement à temps plein. Mais c'est vrai que 75% de l'équipe, c'est plutôt voilà, des gens plutôt un peu comme ça. Et bon, sur ce genre de modèle, bon, c'est difficile. Je pense que c'est difficile de devenir une très grosse agence dans le sens où, je sais pas, ouais, comme on a, je sais pas, par exemple, des grosses agences en France. En plus de ça, je pense que les agences sont souvent une forte emprise locale. Et nous, on est tellement multi-international que bon, ça peut être un peu compliqué. Euh, Après, si on parle de moi, enfin, ça veut pas dire que j'ai pas d'idée de comment on peut grandir. Tu crois qu'on peut commencer à parler des acquisitions, du coup? Ben ouais, exactement, je pense. J'allais un petit peu je te tendais la perche là-dessus. Ouais. Donc, moi, là, ma dernière réflexion que je me suis faite, c'est que j'ai envie. Donc déjà, si on parle un peu de chiffres, on est sur une tendance, sur une projection où je pense qu'on va atteindre un minimum de 700 000 euros de chiffre d'affaires cette année. Et je pense que si tout tourne très bien, on sera peut-être même à 800 ou 900. Et la marge, on va dire autour de 30-40. On va dire ça dépend en fait. Parce que si on atteint vraiment 900, ce sera même plus que 40. Si on est plutôt autour de 700, ce sera plutôt 25-30, on va dire. Moi, ce que j'aimerais bien faire en fait, c'est introduire un ou deux investisseurs stratégiques. Je vais dire stratégiques dans le sens où eux-mêmes, ils ont un bon réseau. C'est-à-dire qu'en fait, je veux que eux, dans leur dîner où ils ont, ça pourrait être quelqu'un, je sais pas, qui travaille en private equity, ça peut être quelqu'un, ça peut être juste quelqu'un, un entrepreneur lui-même, mais qui bosse avec beaucoup d'entrepreneurs. Et il va pas faire de la prospection pour moi,
mais dans son dîner, il va quand même se souvenir qu'il a investi dans une agence et qu'il dise, attends, t'as besoin de refaire ton site, attends, t'as besoin de refaire un peu de SEO, voilà, parle à mon agence et que ça m'apporte du deal. Et l'idée, ce serait que j'en ai au moins deux. Comme ça, parce que s'il y en a un qui se retrouve à se comporter comme un aristocrate, il joue au golf tout le temps, mais il oublie de parler de nous, bah, ça va servir un peu à rien. Donc, idéalement, j'aimerais bien en avoir deux. C'est hyper smart. Et C'est un ambassadeur qui te paye pour être ambassadeur, mais qui peut avoir un ROI en étant ambassadeur. Son ROI, c'est je mets de l'argent et je vais en récupérer, donc les incentives sont alignés. voilà, voilà. Et en plus de ça, sur la Valo, j'avais l'intention de, on va dire, comment dire, de pas se moquer de lui. Dans le sens où, moi, mon agence, si j'essaie de la vendre maintenant et que je me barre sans vraiment un plan d'avoir quelqu'un, si je la vends sur un multiple de 3, honnêtement, voilà, je pense que je suis déjà content. Je trouve ça déjà beaucoup. Parce que, Ok. bref, sans moi, j'ai envie de dire que la boîte à ce stade-là, c'est un peu un château de cartes, comme on dit. Euh, mais si je reste dans la boîte, je, je, je suis en mesure de demander un multiple plus haut sur la partie sur laquelle je vends. Parce que tout est censé tenir. Moi, j'ai tous mes œufs dans ce panier-là. C'est 5 ans de ma vie. Donc, j'ai très, très peu d'incentive de lâcher prise et de pas vouloir faire mieux et d'au moins maintenir le revenu. Donc, quand je vous ancre un peu sur les chiffres, on va dire si on se met sur un EBITDA de 250 000 euros, on va dire, pour faire simple, bah, je pensais demander une valo sur un multiple de 4 ou 5, je dirais. Ce qui est honnête de mon point de vue. Peut-être, alors d'ailleurs, Déo, tu auras le droit de ne pas être d'accord. Hein, d'ailleurs, j'aimerais bien avoir tes arguments là-dessus. Mais moi, je demanderais un multiple de 4 ou 5 en se disant que cette personne-là, elle va quand même recevoir entre 20 et 25% de retour sur investissement. Et c'est censé être, comme on dit en anglais, a lower bound limit. Parce que s'il me ramène du deal après, il y aura plus. Moi, l'idée, c'est que je fasse plus. Et après, l'idée, donc une fois que cette personne-là, on va dire elle est investie dans mon capital, l'idée, c'est que cette personne ait plus d'argent, on va dire, à investir et qu'on puisse investir sur un mode d'acquisition du style, on rachète des agences, des petites agences, des gens, je sais pas, une agence qui a en général plus de 5 ans, ça peut aller jusqu'à 10, 15 ans, où les fondateurs, ils sont fatigués, ils en ont marre, ils veulent passer à autre chose, mais ils veulent pas juste fermer la porte. Ils se disent, tu vois, au lieu ils pourraient gagner, on va dire, 2 à 3 ans de salaire, enfin 2 à 3 ans, on va dire, de profit, ou même peut-être un peu plus. Et après, je sais pas, ils enchaînent sur autre chose, quoi. Et voilà. Et vas-y. Ouais, non, mais j'ai jamais eu entendu une idée comme ça. Tu me l'as pas expliqué. Et je trouve ça hyper sain parce que finalement, tu touches au point le plus important de la vente d'agence. C'est que euh, il y a une certaine taille où une agence, ça reste un château de cartes. Et que si quelqu'un veut vendre, il va falloir qu'il arrive à se dégager de l'opérationnel. Donc, en mode que pour le delivery, ce soit pas tout basé sur le fondateur, donc qu'il y ait des process en place, qu'il y ait des équipes, que tu puisses partir jouer au golf justement, tu sais, ou même que tu puisses partir en vacances un mois et que ça continue à tourner. Ça, c'est la partie delivery. Mais il y a aussi la partie acquisition. Si c'est que de l'acquisition sur le réseau du fondateur, la boîte, globalement, ne vaut pas grand-chose. Donc, il y a cette phase de structuration pour pouvoir exit. Par contre, et donc c'est aussi pour ça que la Valo, elle est plutôt sur ok, ça peut être x3, mais en fait non, en fait on n'arrivera pas à la vendre. C'est pas combien ça vaut, c'est combien ça vaut en théorie et est-ce qu'on va et quelle est la probabilité aussi d'exit. Ben, faible. Par contre, c'est totalement un autre débat quand tu proposes un plan comme ça que je trouve hyper smart, de dire non, moi je vous vends en fait un investissement passif ou si en plus vous êtes un peu actif sur le networking et juste parler de votre investissement qui est gêné par une agence, alors vous allez avoir un bon ROI, mais surtout, je vous vends euh, un véhicule où je reste à la tête. Et ça, c'est rare. La plupart des gens qui veulent vendre, comme tu dis, ils sont fatigués, etc. Donc toi, tu veux dire, moi, je suis encore OK pour faire, par exemple, 50 plus, je m'investis, je continue à faire tourner, mais j'ai l'objectif de grossir, structurer, et du coup faire exit à peut-être x5 comme multiple, sur une plus grosse valo et un plus gros multiple, je tiens la barre. Et par contre, là où du coup, c'est smart, c'est aussi, je vais chercher ces boîtes qui, elles, sont petites et fatiguées, et on fait ce taf. On les paye moins cher parce que bah, le gars, il part, mais nous, on reste. Donc, c'est Ouais. hyper intéressant comme modèle.
C'est ça. Et en gros, je leur dire, OK, d'accord, à ces investisseurs, je leur dis, OK, d'accord, bon, à l'entrée à capital sur ma boîte, vous n'entrez pas sur le meilleur multiple, 4 ou 5, mais a priori, vous n'allez pas perdre parce que de toute façon, on vendra sur le même multiple et que moi, en plus de ça, je vais vous payer un dividende pendant tout ce temps-là, ce que je peux facilement faire, hein, je suis cash flow positif, donc je peux vraiment leur verser, 25% enfin, si par exemple, on va dire, ils montent à 40% du capital, je peux vraiment leur donner 40% des profits chaque mois et leur verser un dividende, c'est pas un problème. Donc l'idée, c'est que sur cette partie de cet investissement-là, bah, l'idée, c'est qu'ils perdent pas, parce que bon, on revendra peut-être probablement sur le même multiple. Par contre, là où ils vont vraiment se faire beaucoup plus d'argent, c'est sur toutes les acquisitions. On va racheter sur des multiples de 2 ou 3, et que le tout, après, ce sera une plus grosse agence qui fera, on va dire, au moins 1 million d'EBITDA. Et là, on la revend sur un multiple de plutôt 4 ou 5. Et donc toi, tu te vois faire ce travail de structuration, acquisition, et c'est ça en fait ta thèse d'investissement. Enfin, C'est ça, sachant que, alors je vais peut-être avoir un petit peu d'aide, mais sur le principe, je me sens capable de tout faire et de tout faire ça tout seul. La seule difficulté, c'est que ça va faire beaucoup de boulot, donc il faudra que je m'organise. Le truc qui se passe en parallèle, c'est que j'ai quand même deux team leads dans mon équipe qui sont pour l'instant encore jeunes et qui coûtent du coup pas très cher, donc je peux faire un peu de la marge, mais que je forme au fur et à mesure au métier d'être carrément team lead, directeur, voire même presque CEO. Donc ça c'est donc ces personnes-là qui sont jeunes, je leur dis de le faire maintenant, ils peuvent pas le faire, ils sont pas prêts. Mais je pense que d'ici 2, 3, 4 ans, vu les progrès qu'ils ont déjà fait sur les 2 premières années où je suis avec eux, j'ai confiance qu'ils peuvent devenir un aussi bon manager que moi. Je vois pas pourquoi ils y arriveraient pas parce que c'est des gens très smart voilà. Et l'idée c'est que là où je me garde ma marge, c'est que je vais les apprendre eux à faire ça, qui me coûte moins cher que de faire une embauche où là, je débauche quelqu'un qui sait déjà faire ça et je le paye cher. Et en plus de ça, j'ai toujours l'incertitude qu'il sera même pas forcément bon. ok, et j'allais te demander du coup quel est l'intérêt de faire rentrer des investisseurs maintenant si tu es encore ok pour faire ce travail. Tu dis c'est pas n'importe quel investisseur, tu veux quelqu'un qui va s'investir au moins au niveau de son réseau. Et qui, du coup, globalement, il, enfin, il fait rentrer du business et donc en fait en le faisant rentrer, en vendant une partie de ta boîte, tu fais grossir ta boîte si tu as choisi la bonne personne. Bah, je me dis que déjà, j'aurais pas de la place pour des milliers d'investisseurs. Je pense que c'est un investissement intéressant dans sa structure. Donc, je pense que je j'aurais pas de mal à avoir des candidats. Et du coup, quitte à ouais, ne pas parce que d'avoir trop d'investisseurs, c'est difficile à gérer. Donc c'est pour ça que j'en prendrai que un ou deux. Et que ces investisseurs-là, ils n'ont pas juste assez d'argent pour monter un capital, ils ont aussi de l'argent après pour les acquisitions, quoi. Qui là va être beaucoup plus intense en capital pour Donc eux, ils amènent leur réseau, t'en amènes pas beaucoup, mais ils amènent aussi, c'est quelqu'un en gros qui, du coup, on parle de quel montant pour quel pourcentage dans ta tête, dans l'idée que tu as aujourd'hui, dans l'idéal, et si je comprends bien, c'est cette somme qu'ils mettent, ce serait une partie de la somme totale qui pourrait être amenée à mettre avec l'idée de dire, ok, on va aller chercher des boîtes. Donc en fait, ça te permet parce que j'avais demandé comment avec quel argent tu vas chercher ces boîtes à racheter. ouais. Alors donc déjà on va dire je pense que je préférerais viser un multiple de 5, mais peut-être que sur un multiple de 4, les maths sont un peu plus faciles à faire. Donc 250 000 euros d'EBITDA. Sur un multiple de 4, ça fait une valo de 1 million. Moi, je veux garder au moins 51%. Donc, je pourrais vendre jusqu'à 490 000, on va dire. Je pourrais lever jusqu'à 490 000, vendre jusqu'à 490 000, on va dire. Et avec ce cash, peut être utilisé pour des investissements, quoi. Après, il faut que, je t'avoue là où moi-même, il faut que je me pose sur l'Excel et sur le BP pour voir comment le capital est réparti, parce que même moi, c'est pas encore un truc très clair. Mais en tout cas, sur le papier, c'est à peu près ça, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que je reste majoritaire pour que je puisse prendre toutes les décisions. Je pense qu'il faut aussi faire un pacte d'actionnaires pour promettre aux actionnaires que d'ici 4-5 ans, le but c'est de vendre. Parce
que sinon, c'est un peu c'est le genre voilà, il faut je sais que c'est pas très liquide comme investissement. Et voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question parce que tu me Euh, En gros, j'ai une partie donc qui est claire dans ma tête. Si les chiffres étaient, enfin, tu vois, si la valo est juste et correcte, etc. En tout cas, si on écoute ce business plan, globalement, deux investisseurs qui prennent pour simplifier chacun 20%, qui donnent chacun 200K. Avec Ouais, ces 200K, exactement. bah, toi, en vrai, attends, faut se dire, c'est 400K quelque part, c'est pour toi. Donc toi, c'est pas pour la boîte. Donc du coup, si demain vous allez acheter une nouvelle boîte, c'est avec j'imagine, une partie des profits. Et s'il faut remettre au panier, eux doivent remettre 40% et toi tu dois remettre 60%, mais tu auras déjà du coup eu ces 400K pour amener ta part. Exactement. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'ai pas encore décidé vraiment de ce que je ferais de ces Ouais. 400K, mais tu as raison que ce serait là. Du coup, ils m'appartiennent. Et après, il faut que, et après, peut-être qu'en effet, ce qu'on peut faire, c'est que, je sais pas, en effet, j'en utilise, on va dire, on retrouve une acquisition, ouais, faudrait qu'on trouve un moyen. En fait, ce qu'il faudrait, parce qu'en gros, là où c'est pas clair dans ma tête, c'est qu'il faudrait réinvestir dans les nouvelles boîtes, mais que de façon à ce que à chaque fois ce soit moi le majoritaire, mais que eux ils se fassent pas trop avoir sur en gros le pourcentage qu'ils ont rapporté à ce qu'ils investissent. Bah, Donc globalement, si c'est toi qui vends tes parts, l'argent il va à toi, mais si demain c'est votre boîte qui devient pas ta boîte, qui devient votre boîte, qui rachète une société, c'est la boîte qui paye. Donc la boîte, si elle a de l'argent dedans, parce que vous avez fait, je sais pas, un exercice et que vous avez 300K à la banque, alors il y a déjà 300K. S'il faut remettre au panier, c'est juste, toi tu dois mettre 60%, eux doivent mettre 40%. Et du coup, un mix de ça, premier investissement, un peu de croissance, 6 mois, un an, de l'argent à la banque, une acquisition, avec une partie de l'argent qui vient de eux, une partie de l'argent qui vient de toi, proportionnellement, du coup, pour faire que la boîte principale, du coup, aspire la petite boîte, et du coup, ça reste, ça dilue pas, ça dilue personne, ça marcherait. Et encore, on oublie le côté crédit bancaire. Et là où, du coup, ton idée me paraît enfin, hyper intéressante, c'est que si tu choisis une fois de plus les bons investisseurs, eux peuvent avoir une capacité d'emprunt ou une puissance au niveau bancaire qui fait que tu peux rajouter ça dans le rachat de cette entité en plus. ouais, c'est l'idée, c'est que j'accepterai pas un investisseur qui a juste 200 000 euros à mettre et après il a plus rien. Il faut qu'il y ait un investisseur qui ait la possibilité de monter jusqu'à 600, 800K, enfin en gros pour mettre plus, parce que l'idée c'est on va avoir besoin d'argent pour les acquisitions d'après quoi. En tout cas, moi qui vois beaucoup d'agences qui nous contactent pour avoir une valo, savoir combien veut leur boîte, combien ils pourraient la vendre, la plupart des deals, c'est très compliqué, c'est trop petit, c'est trop dépendant d'eux, ils veulent partir, et ça va être très dur de les vendre. Aujourd'hui, ce que tu me racontes, c'est une histoire qui est saine, et je pense qu'il faut qu'on se pose pour en parler, ça va être un investissement by Samsara. Oui, 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 avec plaisir. Bah, je vois exactement ce que tu veux dire, hein. J'ai commencé à approcher moi-même des agences et je parle à des agences je, enfin, en fait, je pense que malheureusement, c'est émotionnel. C'est-à-dire que je parle à des gens, ça fait 5 à 10 ans qui bossent pour une agence. Ils ont des bureaux, ils ont un beau site, ils ont plein de, je sais pas, ils sont partenaires de Facebook, tout ce que tu veux, ils ont fait plein de trucs. Par contre, tu regardes dans le dossier de la finance, tu vois que concrètement, elle génère peu de cash, que bref, enfin, c'est concrètement, voilà, c'est pas une machine à produire du cash. Et moi, quand je rachète une boîte, comme ça, j'achète pas j'achète aucune projection, j'achète pas de marque, j'achète un portefeuille de clients. Parce que pour moi, c'est un portefeuille de clients et une probabilité, en gros, qu'elle puisse être récurrente. Et là-dessus, je mets une valo et là-dessus, j'assigne un prix. Et ça a tendance à décevoir beaucoup de ces business owners-là, parce qu'ils me disent, oh non, mais c'est pas possible de voir ça comme ça, c'est une boîte qui a 10 ans d'histoire. Et là, je suis là à me dire, ah, mais bon, si, il y a des agences qui sortent de nulle part, et d'ici en espace de 2-3 ans, elles arrivent à grandir. Enfin, n'importe quelle agence peut être rendue obsolète comme ça, en l'espace de que dalle. Donc, bref, donc du coup, moi, ma vision, c'est j'achète du cash flow
et je m'en fiche un petit peu de l'histoire. Et c'est vrai que ça vexe beaucoup d'agency owners qui, eux, ont une vision différente et qui, eux, du mal à comprendre que leur boîte ne vaut pas grand-chose, en fait. Pas toujours. Ça, c'est sûr. Et surtout quand tu fais un petit peu, là, tu fais mon boulot, qui est le sale boulot, c'est de dire la vérité aux gens. Surtout quand c'est toi qui viens les voir. D'un coup, ils ont l'impression que ça vaut beaucoup plus parce que c'est eux qui sont démarchés et pas l'inverse. Tu peux tomber sur le 1 sur 100 qui a fait ce. En fait, c'est un cheminement intellectuel qui arrive à chaque fois. Et puis, ils se rendent compte que la marque, ça vaut rien. Il y a plein de choses qui valent rien. Ce qui vaut, ça va être si tu as des équipes, surtout si tu as des clients. Quoi. Si tu as des clients et qui restent, et tu as aussi un système d'acquisition qui te fait grossir ta boîte, et que globalement, ben, plus tu te rapproches de la boîte, entre guillemets, du scénario parfait où ça tourne sans toi, plus ça a de la valeur, et plus tu es dans le valoriser les efforts et le potentiel, plus c'est compliqué. Quoi. Ouais, ouais, bah, C'est un spectre. par exemple, moi, la réflexion que je m'étais faite, où il disait que sa marque, elle était grande ou je sais pas quoi. Il fait 300 cas de revenus. Nous, notre agence, elle en fait plutôt 700, 700, 800. On a 30 clients. Les 30 clients, ils nous connaissent. Ces clients-là, ils sont partis de nous. Voilà, ça, c'est plus pour moi, c'est ça la mesure de la marque. Le reste, c'est trop, trop intangible pour que ça puisse vraiment être incorporé dans un prix au final, quoi. Ok, de quoi on n'a pas parlé? Donc les chiffres, les valos, super, différents, intéressants. Les équipes, aujourd'hui, vous êtes combien? Comment t'es organisé? C'est intéressant aussi, parce que une boîte 100% remote, ça va pas être facile tous les jours. Alors, on est, on va dire, 13 à temps plein, à peu près. J'ai plus les nombres exacts, mais une petite quinzaine. Et avec les freelances, on est presque 18-19. Donc, ce que je fais, c'est que pour tout ce qui est récurrent, et on va dire où j'ai au moins plus de 3 clients, on va dire, pour un service donné, 3, 4 services donnés, j'internalise quasiment si je peux à 100%, je le fais à 100%. Je peux pas toujours à 100% parce que des fois, je sais pas, je peux avoir un client particulier dans un pays particulier, du coup, je suis un peu obligé d'utiliser un freelance. Mais normalement, l'idée, c'est d'internaliser un maximum avec des gens, comme je te disais, qui sont plutôt offshore. Donc, on a 4 personnes en SEO. Il y a une team lead qui est aussi d'ailleurs une team lead sur d'autres sujets comme par exemple le email marketing. Euh, En gros, elle peut faire le teaming du SEO, mais pas que du SEO. Sur le Ok. paid media, donc pour Google, Meta, on doit avoir une équipe de 7 personnes. Et j'ai aussi une team lead pour cette équipe-là, mais elle est encore jeune. Donc, elle le fait, on va dire, c'est plus moi qui la forme au fur et à mesure. Et petit à petit, il y a certains membres de l'équipe à qui je ne parle plus, je parle moins souvent. Et j'essaie de voir si elle arrive d'elle-même à flaguer les problèmes, à faire en sorte qu'on perd pas de clients et tout ça. Donc, en gros, je laisse un peu du lest, je vois comment ça passe. Et si ça va pas bien, je reviens dessus. Et je fais ce processus-là. Et plus ça va, et plus je laisse du temps. Et je pense qu'avec le temps, elle pourra prendre les 7 personnes à sa charge. Donc, c'est vrai que surtout que moi, ce qui me prend le plus de temps, parce que j'en fais plein de choses, hein, on fait des sites, on fait du SEO et tout ça, mais moi, ce qui me prend le plus de temps, d'un point de vue opérationnel, c'est la gestion du paid media et la gestion des attentes du paid media. Parce que concrètement, les clients dépensent beaucoup plus d'argent, enfin en général beaucoup plus, Hmm. plus d'argent que ce qu'ils nous payent nous. Ils voient l'argent Ouais. sortir et ils disent combien est-ce que l'argent y rentre. Et ça là-dessus, tu as leur attention constante, constante, constante. Sur le SEO, c'est beaucoup plus relax parce qu'il y a des tendances plus longues, des trajectoires plus longues. En général, le budget reste quand même plus petit par rapport à leurs revenus. Mais sur le paid media, tu es obligé d'être on the ball, comme on dit en anglais. Donc, et ça me prend encore beaucoup de temps. Mais le jour où j'ai cette Ok. paid media sur un truc qui me prend beaucoup de temps, je pense que là, j'arriverai à avoir beaucoup plus de temps pour le reste et on va bien scaler. Et justement, ça me rappelle, enfin, petite précision sur ce que tu dis. Tu parles du budget paid media versus SEO. Ce que donc si on précise, c'est que tu dis leur budget total entre ce qu'ils dépensent chez Google, Facebook et ce qu'ils dépensent chez toi pour gérer est beaucoup plus élevé que ce qu'ils dépensent par exemple chez toi en SEO parce que entre guillemets en SEO tu payes que l'agence et t'as pas l'agence plus des trucs en plus. Donc ce que tu dis c'est en termes d'attente, il y en a beaucoup plus sur Paid Media. Ils ont besoin d'un ROI immédiat.
Après, c'est intéressant que tu dises le SEO, tu arrives mieux à faire passer le message et t'as moins de stress, etc. Parce que moi, je trouve en SEO que c'est très dur de garder la patience des gens quand ils pensent, justement, parce qu'ils ont des attentes de paid media, ils disent, je mets un, je veux gagner deux, c'est pas compliqué. En SEO, tu dois leur faire comprendre que ça va mettre du temps. Je trouve que c'est un travail très difficile, moi. Alors, tout est une question de budget, parce qu'en fait, en vrai, des fois, il y a des budgets sur le SEO qui sont, on va dire, trop faibles. C'est un outgoing, c'est un flux de trésorerie sortant, on va dire, je pense, des fois trop bas pour le client, pour qu'il puisse vraiment s'en inquiéter. Je dis pas que on n'a pas aussi des attentes à gérer de temps en temps sur le SEO qui sont difficiles. Hein. Je dis pas que c'est facile, mais je trouve ça plus facile. Le truc, c'est que si tu as déjà, en effet, tu parles à des clients qui ont déjà des bons retours, enfin des bons ROI sur le paid media et qui commencent à se tourner vers le SEO et en effet qui disent où il est mon ROI. Bon, déjà, on n'a pas forcément, enfin dans notre portefeuille, on prend pas mal de startups. Donc, on peut avoir pas mal de clients qui ne sont même pas à cette étape où ils ont déjà, on va dire, une bonne rentabilité sur le paid media. Ce qui rend, voilà, c'est peut-être aussi un truc à préciser, quoi. Le problème du paid media, c'est aussi que ça change, en fait. Ça change beaucoup. Parce qu'il y a des mois qui sont vraiment bons et des mois qui sont beaucoup moins bons. Et c'est pas toujours, il n'y a pas toujours des explications. Et je pense que c'est aussi la volatilité qui, qui pose, j'ai envie de dire, problème. Vis-à-vis du SEO qui est au final un peu plus trajectoire, on va dire, un peu plus linéaire. Euh, D'ailleurs, juste pour comprendre ces histoires de budget, tu dirais une personne, un client qui dépense 100 par mois en paid média, combien il va dépenser en SEO? En tout cas, chez toi, dans les clients, en pourcentage, en proportion. Ah, tu veux dire proportionnellement euh, écoute, je dirais qu'ils dépensent, on va dire, deux à trois fois plus en paid media qu'en SEO. Au total, si Ah, tu prends en compte les frais d'agence et le paid media. je pensais que tu allais me dire tu vois, 20%, donc enfin 5 fois plus. Non, ok, on est plutôt à 2 3. Le facteur, c'est plutôt 2 3. Oui, bah en fait, en vrai, l'agence peut complètement influencer dans ce processus-là. Hein. Bien sûr. Donc, donc nous, on a en effet plus influencé nos clients pour dire si en effet tu dépenses 1500 euros en SEO, qu'ils en dépensent plutôt, on va dire, 5, 4-5 en paid. Ok, ok. Après, ça dépend parce qu'on a des clients qui arrivent et qui nous disent ils veulent pas du tout faire du SEO et ils sont capables de dépenser 10 000 en paid media, donc ça dépend beaucoup. Donc là, tu leur fais Ça prendre vaut. conscience de l'importance de mettre une part sur on veut du ROI maintenant et on veut des clics, et une part que tu construis un actif sur le long terme qui est le SEO. Exactement. Très souvent, j'essaye de dire, moi, je suis un énorme SEO advocate parce que je pense que les publicités ont des gros problèmes de rentabilité d'une manière générale. Et je pense que le SEO, quand on a un peu le cran de le faire, on peut avoir aussi des très bons résultats. Et j'utilise en effet exactement l'argument que tu dis, c'est que quand, quand tu as un business, tu essaies de, comme on dit, créer des barrières autour et que si tu veux montrer que ton business, il a un réel avantage sur la concurrence, le SEO en général reflète beaucoup plus ça. Donc, si tu as beaucoup investi sur SEO, par exemple sur 3 ans, et que c'est vraiment toi qui domine ta niche, on a le cas par exemple d'un client qui vend des shampoings pour chiens, et on est vraiment arrivé à les faire monter 3 ou 4e en SEO, ce qui est vraiment pas mal parce qu'il y a Chewy et Amazon devant qui sont indétrônables. Donc on les a fait monter et ils sont juste derrière eux maintenant, ils sont 3 et 4e sur le dog shampoo, donc sur la recherche de shampoing. Et eux, ils ont vraiment fait l'effort, un vrai investissement de SEO sur 3 ans. Et voilà, et là je leur dis, maintenant vous pouvez mettre ça dans votre présentation d'investisseur, pour soit pour lever des fonds, soit pour vendre. Vous avez juste à faire un screenshot et vous êtes 3e. Voilà, et vous êtes juste derrière tu vois, Amazon et Chewy qui sont les géants du marché. Quoi. Ça, c'est un super exemple, et je retiendrai quand même que tu parles de 3 ans,
et tu parles de quelqu'un qui est potentiellement un des leaders sur ce marché, tu parles qu'ils ont des investisseurs, etc. C'est pas la TPE du coin, et donc je pense que Mais le ils ont SEO, pas un c'est plus chiffre, facile à... mais, mais ils ont pas un Non? chiffre d'affaires si haut que ça, dans le sens où ils avaient, je pense, 1 ou 2 millions de dollars de chiffre d'affaires. Donc, Ok, voilà, c'est ça que je veux dire, quoi. C'est qu'ils n'étaient pas si, bon, c'est peut-être pas une toute petite ok. TPE, mais c'est pas non plus une si grosse boîte que ça. Ah, après, c'est une boîte qui est 100% sur Internet, donc 100% de ce chiffre, enfin, je sais pas de qui tu parles, mais j'imagine que c'est que une boîte qui vend sur Internet, ou pas du tout. C'est le chiffre de 1 ou 2 millions, oui, c'est plus sur, c'est à 75% sur Internet. Voilà, mais c'était juste pour conclure, moi qui ai aussi pas mal prospecté du coup en SEO, que en effet, des boîtes un peu plus grosses, un peu plus en place et qui ont déjà des canaux d'acquisition et un budget marketing, ce qui est juste un concept qui n'arrive que quand tu es une boîte un peu plus structurée, elles sont plus réceptives au SEO, pas toutes, mais globalement, voilà, quand tu as un certain degré de maturité, tu commences à comprendre ce côté, tu crées ta forteresse, comme ce dont tu parlais, ta résilience, tes actifs sur le long terme, et je dis ça pour les freelances SEO qui nous regardent ou les petites agences SEO. Le piège d'aller voir des clients trop petits, on est tous passés par là. Et je sais pas toi Maxime, mais moi je me suis beaucoup cassé les dents à essayer d'expliquer l'importance du SEO à quelqu'un qui était juste pas à cette étape de son business. Tu commences pas un business avec du SEO sauf si tu es blogueur. Non, 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 clairement pas. C'est clairement pas. Et c'est en effet, ouais, faut faire plutôt du paid media, je pense pour les gens qui débutent. Et non, en effet, on a un exemple, on a un contre-exemple de ce que tu dis, qui faisait des accessoires de cigares. Et en effet, c'est très dur de faire de la publicité parce que c'est associé au tabac et tout ça. Et sur le niche, il n'y avait pas trop de concurrence en SEO et on a quand même réussi à pas mal les faire monter. Mais bon, c'était quand même un peu difficile parce que, bref, c'était quand même difficile d'équilibrer les cash flows, mais ils se sont à peu près équilibrés, ce qui est déjà pas mal pour ce type de boîte. Mais voilà. Ok, bon, bon contre-exemple. Maxime, time's up. Je sais pas toi, mais les calls s'enchaînent. Franchement, je m'attendais pas qu'on parle de rachat pendant aussi longtemps. C'est hyper intéressant. Clairement, on va devoir s'en parler hors antenne. Je pense que pour les gens qui nous regardent et qui sont dans le monde des agences, mais qui pensent aussi soit acheter, soit vendre, ça pourra les inspirer. Donc, merci pour ce feedback. Si on veut te contacter, donc je rappelle, l'agence s'appelle Célémenta. Sur LinkedIn, Maxime Brunelli, B-R-U, Brunelin. 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 Ok, très Ouais, clair. Maxime, max@selementa.com. c'est ça. max@selementa.com. Euh, ouais. Ok, ben merci pour ces insights, hyper intéressant, hyper inspirant. Merci pour ta transparence. Franchement, on a parlé de sujets privés et tu nous as tout donné. Je pense que ça va aider beaucoup de monde. C'était une heure hyper intéressante avec toi. Je te dis bonne après-midi sous l'orage de Moscou. C'était un plaisir. Je t'en prie. Merci Théo. Au revoir. Au revoir tout le monde. Salut Maxime, ciao. Salut.